En 1875, au cœur de Fort-de-France, sur une rue bordée de palmiers géants, s'élevait une demeure que tous appelaient simplement le Casaron. D'extérieur, c'était un manoir somptueux, aux murs blanchis à la chaux, aux fenêtres hautes encadrées de persiennes vertes et aux colonnes inspirées de l'architecture parisienne. Mais derrière cette façade élégante se cachait un univers d'ombre et de douleur. Car le Casaron n'était pas seulement la maison du colonel Charles Dubois, l'un des planteurs les plus influents de la Martinique. C'était aussi une véritable prison urbaine, où plus de 200 esclaves vivaient enfermés, invisibles aux yeux de la société. Le colonel Dubois avait bâti cette demeure comme une extension de son pouvoir. Ses champs de canne à sucre s'étendaient déjà sur des milliers d'hectares, mais il voulait marquer la ville de son empreinte. Ce manoir, disait-il, devait être la vitrine du sucre, une maison où l'on recevait les élites coloniales, où l'on organisait des bals fastueux, où les convives pouvaient admirer les richesses accumulées grâce à la sueur des esclaves. Mais derrière les salons éclairés de chandeliers et les couverts en argent, une autre réalité se dissimulait, celle d'hommes, de femmes et d'enfants enfermés dans des dépendances étroites, condamnés à servir sans jamais être vus. Les habitants de Fort-de-France savaient, bien sûr, comment ignorer les files d'esclaves chargés de paniers de provisions, les silhouettes furtives qui, à l'aube, balayaient les rues ou portaient de lourdes jarres d'eau. Mais ils fermaient les yeux. Le Casaron, pour eux, n'était qu'une maison de maître, un symbole de prospérité. La rumeur circulait que Dubois utilisait ses esclaves non seulement pour ses terres, mais aussi pour toutes sortes de travaux urbains. Couture, torréfaction de café, entretien des rues. Le Casaron fonctionnait comme une petite usine, une ferme humaine, implantée au cœur de la ville. À l'intérieur, l'atmosphère était suffocante. Les dépendances, construites dans la cour arrière, formaient un labyrinthe de pièces basses et de couloirs sombres. Les murs transpiraient d'humidité, les planchers craquaient sous les pas, et l'odeur de sueur et de moisissure emplissait l'air. Chaque pièce contenait une dizaine de captifs, entassés sur des paillasses de fortune. Le jour, ils travaillaient sans relâche. La nuit, leurs gémissements et leurs murmures résonnaient à travers les murs. Certains priaient, d'autres chantaient doucement des airs venus d'Afrique que l'on croyait interdits. Ces voix, à peine audibles, étaient comme des soupirs de fantômes. Le colonel Dubois aimait à dire que sa maison était disciplinée comme une caserne. Ancien militaire, il imposait un ordre de fer. Chaque tâche était réglée à la minute. Lever avant l'aube, corvée jusqu'au coucher du soleil, silence absolu dans les dortoirs. Un esclave surpris à parler après l'heure était fouetté. Une tentative de fuite signifiait la mort. Le Casaron était une cage dorée, un palais hanté où le luxe des maîtres s'érigeait sur la misère invisible de ceux qui le servaient. Mais ce qui rendait cet endroit encore plus effroyable, c'était son emplacement. Contrairement aux plantations isolées des campagnes, le Casaron se dressait au cœur de la ville. Chaque soir, les familles blanches passaient devant ses murs en rentrant des marchés. Chaque dimanche, les fidèles de l'église voisine entendaient, peut-être à travers les grilles, les cris étouffés d'une punition. Pourtant, personne n'osait dénoncer. La richesse de Dubois achetait les silences. La peur achevait le reste. Ainsi, derrière les colonnes blanches et les salons étincelants, le Casaron cachait une vérité monstrueuse. Plus de 200 vies piégées dans un théâtre d'horreur silencieux. On disait déjà à voix basse que la maison était maudite. Certains domestiques affirmaient avoir entendu des chaînes résonner dans les couloirs, même quand les captifs dormaient. D'autres juraient avoir vu des silhouettes d'enfants courir dans la cour au milieu de la nuit, alors que tous étaient enfermés. Les invités, parfois, frissonnaient sans savoir pourquoi, ressentant un froid étrange dans les pièces pourtant chauffées par des chandelles. Mais ce n'était que le début.
car le casaran de la rue des Palmiers n'allait pas seulement devenir un lieu de souffrance, il allait se transformer en un symbole de révolte et de hantise, une plaie ouverte dans le cœur de Fort-de-France. Et dès cette année 1875, l'histoire tragique qui s'y déroulait préparait déjà l'explosion à venir. La vie au casaron suivait un rythme impitoyable, réglé comme une horloge militaire. Chaque journée commençait bien avant l'aube. La cloche de fer résonnait dans la cour, son timbre lugubre traversant les murs humides des dépendances. Les captifs s'éveillaient dans l'obscurité, encore brisés par les travaux de la veille. Le sol de terre battu était froid, leurs paillasses pleines de vermine, leurs estomacs vides. Mais aucun répit ne leur était accordé. En quelques instants, ils devaient se lever, se ranger, se préparer pour le labeur qui les attendait. La particularité du casaran, et ce qui le rendait encore plus cruel que les plantations reculées, était sa proximité avec la ville. Chaque jour, des dizaines d'esclaves franchissaient ces lourdes portes pour être envoyés dans Fort-de-France. Certains étaient affectés aux travaux publics, balayer les rues, nettoyer les caniveaux, porter l'eau des fontaines. D'autres travaillaient dans les ateliers de couture et de torréfaction de café, installés dans des dépendances étroites qui fonctionnaient comme de véritables manufactures. Le colonel Dubois exploitait chaque talent, chaque fragment de force humaine, transformant ses captifs en rouages invisibles d'une économie urbaine qui prétendait ignorer leur existence. Les passants les voyaient sans les voir. Les femmes blanches, en robe de dentelle, passaient devant les silhouettes courbées, portant des jarres sans leur adresser un mot. Les hommes de la haute société s'habituaient à leur présence, comme on s'habitue à l'ombre des palmiers ou au bruit des charrettes. Dans les marchés, certains esclaves vendaient les produits du casaran, fruits, café, tissus, rapportant ensuite l'argent au maître. Mais personne ne s'interrogeait sur leur sort. Le système colonial avait réussi à rendre leur souffrance invisible, comme si elle faisait naturellement partie du décor. À l'intérieur du manoir, la vie des captifs était tout aussi impitoyable. Les femmes travaillaient sans relâche dans les cuisines, respirant la fumée et les odeurs de graisse brûlée du matin au soir. Elles cousaient des nappes pour les réceptions, repassaient les habits de soie, lavaient les sols de marbre jusqu'à ce qu'ils brillent. Les hommes, eux, étaient affectés à la charpente, à la forge, aux moulins domestiques qui broyaient le café. Même les enfants n'échappaient pas à l'exploitation. Les plus petits servèrent de coursiers, portèrent des messages à travers la ville, couraient pieds nus sur les pavés brûlants. Parfois, dans le secret, un témoignage échappait. On raconte qu'une femme, Marie-Bénédicte, avait réussi à tenir un journal clandestin, écrit sur des morceaux de papier récupérés dans les poubelles des maîtres. Elle y décrivait la vie invisible des captifs du casaran. Nous existons sans exister. Nos pas font battre le cœur de cette ville, mais nul ne nous entend. Nous préparons leurs festins, nous habillons leurs enfants, nous nettoyons leurs rues, mais ils nous regardent comme on regarde les murs, sans âme, sans mémoire. Ces mots circulaient en secret, copiés de mémoire par ceux qui savaient lire, chuchotés lors des veillées nocturnes. Ils devinrent une forme de résistance silencieuse. Car dire la vérité, même à voix basse, c'était déjà un acte de rébellion. La discipline imposée par Dubois et ses contremaîtres transformait le quotidien en cauchemar permanent. Les repas des captifs consistaient en un peu de manioc, parfois du maïs bouilli, rarement de la viande. Beaucoup souffraient de malnutrition, leur ventre gonflé par la faim chronique. Les maladies se propageaient vite dans les dortoirs humides. Fièvre, toux, plaies infectées. Ceux qui s'effondraient de faiblesse étaient considérés comme inutiles et laissés à l'abandon. Pourtant, malgré cette misère, des gestes de solidarité subsistaient. Les femmes partageaient leurs rares restes de nourriture avec les enfants des autres. Les hommes se passaient des outils en cachette pour alléger le fardeau de leurs compagnons. Les chants, interdits, résonnaient parfois à voix basse. Ils étaient codés, porteurs de messages. Un rythme pouvait signifier qu'un contremaître approchait, un autre que la nuit serait propice à un rassemblement secret.
Ces mélodies, héritées de l'Afrique, reliaient les captifs à une mémoire plus vaste que les murs du Kazaran. Et il y avait les punitions. Chaque semaine, au centre de la cour, on organisait un spectacle de terreur. Les esclaves étaient contraints d'assister, rassemblés comme un public silencieux. Ceux qui avaient tenté de fuir, qui avaient parlé trop fort ou simplement qui avaient ralenti au travail étaient battus publiquement. Le fouet claquait, les os craquaient, les cris se mêlaient aux rires des contremaîtres. Le colonel Dubois assistait parfois à ces scènes depuis son balcon, un verre de rhum à la main, comme s'il contemplait une pièce de théâtre. C'est dans cette atmosphère de terreur que l'âme du Kazaron se forgea. La maison, belle et imposante en façade, devint un tombeau pour des centaines de vies broyées. Les captifs, invisibles aux yeux du monde, ressentaient pourtant chaque jour le poids de leurs chaînes. Mais derrière leurs regards éteints, une étincelle subsistait. Une colère silencieuse, nourrie par des années d'humiliation, se propageait de case en case, de cœur en cœur. Car tous savaient qu'aucun ordre n'est éternel. Et déjà, dans les couloirs humides du Kazaron, certains murmuraient que le temps de la révolte approchait. Au Kazaraom, si le colonel Dubois représentait l'autorité lointaine et impitoyable, il existait une figure encore plus redoutée, plus présente, plus intime dans la vie des captifs, Jean Lavara de Goyave. C'était le capataz, le bras armé du maître, l'ombre qui surveillait chaque pas, chaque souffle, chaque murmure des esclaves. On l'appelait ainsi parce qu'il ne se séparait jamais de sa baguette taillée dans le bois de goyavier, souple et dur à la fois, capable de siffler dans l'air comme un serpent et de briser un os en un seul coup bien placé. Cette baguette était devenue son prolongement, une arme et un symbole. Quand il passait dans les couloirs, les captifs n'avaient pas besoin de lever les yeux pour savoir qu'il était là. Le simple bruit de la baguette frappant ses bottes annonçait sa présence. Jean était un métis aux yeux verts clairs, couleur étrange qui semblait briller même dans l'ombre. Beaucoup disaient qu'il voyait tout, qu'il devinait les pensées avant qu'elles ne soient dites. D'autres affirmaient qu'il possédait un sixième sens, capable de flairer une révolte avant qu'elle n'éclate. Ses méthodes de surveillance étaient redoutables. Il s'infiltrait dans les conversations, manipulait les plus faibles, obtenait des informations qu'il utilisait ensuite pour écraser toute tentative de résistance. Son corps était sec, nerveux, toujours en mouvement. Sa voix rauque et sifflante avait le don de glacer le sang. Mais ce qui terrifiait le plus, c'était son absence totale d'humanité. Jean Lavara ne semblait pas frappé par colère ou par sadisme visible. Il frappait par habitude comme on accomplit une tâche banale. Pour lui, chaque coup était un rappel d'ordre, chaque os brisé une leçon. Sa devise, souvent répétée à voix haute devant les captifs, résumait tout. Les cicatrices disparaissent, mais les os brisés enseignent pour toujours. Cette phrase, gravée dans la mémoire de ceux qui l'entendaient, devint l'écho constant de la terreur. Les esclaves baissaient les yeux à son approche, craignant que leur regard ne soit interprété comme une provocation. Les enfants cessaient de respirer, espérant se fondre dans l'ombre. Les femmes détournaient le visage, serrant leurs poings pour ne pas hurler lorsqu'ils s'approchaient trop près. Jean Lavara avait ses préférés, ou plutôt ses victimes régulières. Il s'acharnait sur les plus jeunes hommes, ceux dont la force aurait pu nourrir une rébellion. Il brisait leur corps à coups de baguette, réduisant leur énergie à une douleur constante. Il surveillait aussi les femmes enceintes, comme si donner naissance à une nouvelle génération d'esclaves lui conférait un pouvoir particulier sur elles. On disait qu'il avait fait tomber plus d'une grossesse par ses coups, comme pour rappeler que même la vie dans le ventre d'une mère appartenait au maître. Il connaissait tous les captifs par leur nom, mais ne les appelait jamais ainsi. Il utilisait des sobriquets humiliants, le boiteux, la gueule cassée, la chienne. Ces insultes collaient à la peau de ses victimes comme une seconde marque. Pourtant, derrière cette façade d'autorité implacable, Jean était craint jusque par les autres maîtres. Certains colons le trouvaient trop violent, trop imprévisible.
On murmurait qu'il n'était pas seulement le serviteur du colonel Dubois, mais qu'il entretenait sa propre tyrannie, son propre empire de peur à l'intérieur du casaron. Il tenait ses supérieurs par sa brutalité efficace. Tant que les captifs restaient soumis, peu importaient les méthodes. Les esclaves, eux, vivaient dans la terreur quotidienne de ses apparitions. Ils surgissaient à toute heure, au détour d'un couloir, dans la cour, au milieu d'un repas. Sa baguette claquait sur les murs, frappait les tables, effleurait les épaules, toujours prête à s'abattre. Et lorsqu'elle s'abattait, elle ne pardonnait pas. Mais plus Jean frappait, plus la haine grandissait. Derrière les regards soumis, derrière les silences forcés, une rage sourde se formait. Les captifs se répétaient en secret. Un jour, la vara de Goyave se brisera comme les os qu'il a brisés. Car même le plus cruel des bourreaux finit par semer sa propre destruction. Et dans les murmures nocturnes du casaron, on commençait à rêver du jour où les yeux verts de Jean s'éteindraient pour toujours. En mars 1888, quelques mois seulement avant que la loi d'abolition ne soit signée à Paris, une tentative de fuite changea à jamais l'histoire du casaron de la rue des Palmiers. Ce fut un événement tragique, sanglant, qui scella le destin de la maison et des êtres qui y vivaient. Depuis plusieurs semaines, une rumeur circulait en secret parmi les captifs. Certains affirmaient que la liberté était proche, que les maîtres tremblaient, que le vent tournait, mais attendre encore paraissait insupportable à un petit groupe d'esclaves. 15 d'entre eux, jeunes pour la plupart, avaient décidé qu'ils ne pouvaient plus survivre dans l'ombre humide des dépendances. Ils avaient préparé leur plan en silence, comptant sur les nuits sans lune pour se glisser hors du manoir. Parmi eux se trouvait un enfant de 12 ans, Ignacio, que tous appelaient le Petit. Il n'était pas censé participer, mais il avait supplié de les suivre. Ses yeux brillants reflétaient un mélange de peur et d'espoir. « Je veux voir la mer », disait-il. « Je veux courir sans que personne ne me crie dessus. » Le soir venu, ils franchirent discrètement les couloirs. Les plus âgés portaient des bâtons et quelques outils volés. Les femmes avaient préparé des petits sacs de manioc pour la route. Le petit Ignacio, pieds nus, marchait au milieu du groupe, son souffle court mais déterminé. Mais leur espoir ne dura pas longtemps. Car au casaron, rien n'échappait à Jean Lavara de Goyave. Il avait ses informateurs, des captifs brisés qui parlaient par peur. Cette nuit-là, il les attendait déjà. Les 15 furent pris dans un piège, encerclés par Jean et ses hommes armés. Les cris réveillèrent la cour entière. Tous furent ramenés de force, liés et battus, sous les regards terrorisés des autres esclaves. Le colonel Dubois, alerté, ordonna une punition exemplaire. « Qu'ils comprennent, dit-il froidement, qu'ici, la liberté ne viendra jamais. » Alors, au centre de la cour, devant les 200 captifs réunis de force, commença une cérémonie de terreur. Les fugitifs furent alignés, à genoux. Jean, sa baguette de Goyave à la main, passait devant eux comme un bourreau devant ses victimes. Il frappait sans relâche, éclatant les chairs, brisant les os. Les cris résonnaient contre les murs du casaron, si puissants que certains voisins de la rue des Palmiers prétendirent plus tard les avoir entendus jusque dans leur maison. Mais personne n'osa intervenir. Quand vint le tour du petit Ignacio, le silence devint insoutenable. L'enfant, frêle, levait des yeux suppliants. Il n'avait pas la force de supplier. Jean le regarda longuement, puis, sans un mot, abattit la baguette. Le premier coup fit chanceler le garçon, le second le fit tomber. Les suivants achevèrent ce que son petit corps ne pouvait supporter. Ignacio mourut là, au centre de la cour, sous les yeux de ses camarades et de ceux qui l'aimaient. Le colonel ordonna qu'on l'enterre aussitôt, sans cérémonie. On creusa une fosse hâtive sous les rosiers du jardin, comme pour dissimuler la souillure. Mais les esclaves n'oublièrent pas. Pour eux, ce sol devint un tombeau sacré, une cicatrice vivante. La mort du petit Ignacio fut un point de rupture. Beaucoup disaient que son cri avait fissuré les murs du casaron. Les captifs, obligés d'assister au massacre, sentirent la peur se transformer en rage muette.
Les femmes se jurèrent de ne plus jamais pleurer en silence. Les hommes serrèrent leurs poings, prêts à tout risquer. Même les enfants, qui jusque-là vivaient dans l'ombre des adultes, murmurèrent entre eux « Un jour, nous ferons payer la mort d'Ignazio ». Ce soir-là, alors que le silence retomba sur la cour, certains jurèrent avoir entendu des bruits étranges dans la maison, des chaînes qui cliquetaient toutes seules, des pas d'enfants courant dans les couloirs, un rire lointain, fragile, comme un écho. Beaucoup crurent que l'esprit d'Ignazio refusait de reposer en paix, hantant dès ce moment le manoir qui avait englouti son enfance. Et en effet, à partir de ce jour, rien ne fut plus jamais pareil au Casaran. Les regards des captifs n'étaient plus seulement soumis. Ils étaient habités d'une lueur nouvelle, sombre et déterminée. Le colonel Dubois et Jean Lavara croyaient avoir écrasé une révolte. En réalité, ils avaient semé une légende. En mai 1888, la nouvelle tant attendue arriva enfin de Paris. La loi abolissant définitivement l'esclavage dans toutes les colonies venait d'être signée. Dans les ports, on criait victoire, les journaux affichaient des titres flamboyants, et jusque dans les villages reculés, les rumeurs se propageaient comme des étincelles dans la nuit. Pour beaucoup, c'était la fin d'un cauchemar, la promesse d'un avenir nouveau. Mais au Casaran de la rue des Palmiers, l'annonce sonna différemment. Le colonel Charles Dubois, vieilli mais toujours orgueilleux, refusa de l'accepter. Pour lui, cette loi n'était qu'un caprice lointain, une fantaisie républicaine qui n'avait pas sa place sur son domaine. « Mes esclaves m'appartiennent », déclara-t-il devant ses proches. « Ni Paris, ni personne ne me dictera ma conduite. » Ces mots résonnaient comme un défi lancé à l'histoire elle-même. Ainsi, alors que partout ailleurs on libérait, Dubois enferma. Ces 200 captifs, officiellement libres, restaient prisonniers entre les murs du Casaron. Les portes furent verrouillées, les gardes doublés. Ceux qui avaient rêvé de respirer l'air de la liberté se retrouvèrent enfermés plus que jamais. Les murmures de colère enflaient. Les regards, autrefois résignés, devinrent sombres, déterminés. Dans les couloirs humides, l'esprit du petit Ignazio semblait hanter chaque pas. Les enfants demandaient encore « Quand serons-nous libres ?» Les femmes se souvenaient de son cri. Les hommes sentirent le poids des chaînes plus insupportables que jamais. La colère, contenue depuis des années, se transforma en une force irrésistible. Une nuit, la révolte éclata. Tout commença dans les cuisines, où des femmes, excédées, renversèrent les marmites en refusant de préparer le repas des maîtres. Les cris alertèrent les autres. En quelques instants, la cour entière s'embrasa de tumulte. Les captifs envahirent la grande maison, bousculant les domestiques fidèles au colonel, brisant les portes, s'emparant des chandeliers et des couteaux. Pour la première fois, ils foulèrent les tapis qu'ils avaient nettoyés, touchèrent les nappes qu'ils avaient cousues, goûtèrent au vin qu'ils n'avaient jamais eu le droit de boire. Ce fut un moment d'explosion, de chaos, de revanche. Certains dansèrent dans les salons, d'autres renversèrent les armoires, jetant au sol les porcelaines importées de France. Le Casaron, temple de leur humiliation, devenait le théâtre de leur libération. Mais la liberté, comme toujours, se paya au prix fort. Dans le tumulte, une lampe à huile se renversa. Le feu prit d'abord sur un rideau, puis sur les tapis, puis sur les poutres sèches. En quelques minutes, les flammes se répandirent, dévorant le bois et les tissus. La grande maison devint un brasier. Les cris de joie se mêlèrent aux hurlements de panique. Benoît, l'un des leaders surnommé Angola, tenta d'organiser la fuite. Par les portes arrière, courez vers la rue. Mais dans la confusion, beaucoup restèrent piégés. La fumée envahissait les couloirs, les flammes s'élevaient jusqu'au plafond. 8 esclaves périrent cette nuit-là, dont Angola lui-même pris dans l'incendie. On raconte qu'il resta volontairement dans la maison pour retenir les flammes et permettre à d'autres de s'échapper. Quand le toit s'effondra, il disparut sous les décombres embrasés, ses cris se confondant avec le rugissement du feu.
Le colonel Dubois, lui, s'enfuit par une fenêtre, ses vêtements en lambeaux, son visage brûlé. Mais il ne retrouva jamais son pouvoir. Son manoir, symbole de sa domination, n'était plus qu'un squelette noirci, un tombeau de pierre et de cendres. Et ses esclaves, même ceux qui avaient péri dans l'incendie, étaient désormais libres, libres par la loi, libres par la révolte, libres par le feu. Quand l'aube se leva sur la rue des Palmiers, les voisins contemplèrent un spectacle effrayant. Le casaron, encore fumant, ses colonnes effondrées, ses vitres éclatées, ses jardins couverts de débris. Parmi les ruines, on retrouvait des restes calcinés, des chaînes tordues par la chaleur, des jouets d'enfants à demi brûlés. Beaucoup dirent que les flammes n'avaient pas seulement consumé une maison, mais qu'elles avaient libéré des siècles de douleurs accumulées. Ce qui aurait dû être une nuit de libération fut aussi une nuit de deuil. Mais pour les survivants, une vérité s'imposa. Mieux valait mourir libre dans les flammes que vivre encore dans les chaînes. Après l'incendie de mai 1888, le casaron de la rue des Palmiers ne fut jamais reconstruit. Les murs calcinés restèrent debout comme un squelette noirci, un rappel constant de la révolte et de la vengeance. La famille Dubois, ruinée et humiliée, abandonna les lieux. Mais l'histoire du manoir ne s'arrêta pas là, car bientôt, on commença à murmurer que la maison n'était pas seulement détruite, mais hantée. Dès les premières nuits, les voisins rapportèrent des phénomènes étranges. On entendait des bruits de chaînes résonner dans les ruines, comme si les captifs continuaient à marcher dans les couloirs disparus. Parfois, des chants s'élevaient, graves et lointains, rappelant les mélodies africaines que les esclaves chantaient en secret. Certains disaient avoir vu des silhouettes passer entre les colonnes brûlées, des ombres courbées, portant encore des jarres ou des paniers invisibles. Mais le plus terrifiant restait le rire d'enfants. Plusieurs habitants jurèrent avoir entendu, par des nuits calmes, des pas légers courir dans la cour effondrée, suivis d'un éclat de rire fragile, comme celui du petit Inacio. D'autres affirmaient avoir aperçu une petite silhouette assise près des rosiers, là où son corps avait été enterré. À chaque fois qu'on tentait de s'approcher, la vision disparaissait, laissant derrière elle une odeur de fumée et de terre humide. Les récits se multiplièrent. Les ouvriers envoyés pour déblayer refusèrent d'entrer, affirmant que des mains invisibles tiraient leurs outils. Une institutrice, qui tenta de transformer le casaron en école pour enfants libres, abandonna au bout de quelques semaines. Elle affirmait que les voix des anciens esclaves résonnaient pendant les cours, que les cahiers s'ouvraient tout seuls, que les chandelles s'éteignaient sans raison. Les parents retirèrent leurs enfants, convaincus que les esprits réclamaient justice. Le manoir finit par être laissé à l'abandon. La végétation envahit peu à peu les ruines, recouvrant les pierres de lierre et de mousse. Mais malgré son état de délabrement, personne n'osait s'en approcher. Même les plus téméraires évitaient la rue des Palmiers à la tombée de la nuit. On racontait que quiconque franchissait les murs entendait aussitôt les murmures des captifs, comme un chœur invisible répétant « Nous sommes encore là ». Pour les habitants de Fort-de-France, le casaron devint un lieu de mémoire. On déposait parfois des fleurs devant les grilles rouillées, des bougies allumées en hommage aux morts. Certains anciens, assis le soir sur les bancs de la place, racontaient aux enfants l'histoire de la maison. Comment 200 esclaves avaient vécu et souffert là, comment le petit Inacio avait été massacré, comment la liberté avait éclaté dans les flammes. Ces récits, transmis de génération en génération, transformèrent le casaron en légende. Et encore aujourd'hui, on dit que la maison respire la mémoire du sang. Parfois, un passant sent un froid inexplicable en longeant ses murs. Parfois, une fenêtre éclatée laisse passer une lumière vacillante, comme une chandelle allumée par des mains invisibles. D'autres affirment que dans le silence de la nuit, on peut entendre une voix d'homme grave, semblable à celle d'Angola, le leader mort dans l'incendie, murmurant « Mieux vaut brûler libre que vivre enchaîné ». Ainsi, le casaron de la rue des Palmiers
ne disparut jamais vraiment. Il devint un monument maudit, un sanctuaire de douleur et de résistance. Les historiens l'étudièrent comme une révolte oubliée, les poètes l'évoquèrent comme une cicatrice de la ville. Mais pour les habitants, il resta avant tout un lieu hanté, où les fantômes des esclaves continuaient de réclamer justice. Et chaque année, lors de l'anniversaire de l'incendie, certains habitants déposent encore une bougie ou une fleur devant ces grilles, non par superstition, mais par mémoire, car au-delà des ombres et des murmures, le casaron rappelle une vérité que nul ne peut effacer. La liberté s'est écrite ici, dans le feu, le sang et les larmes.